Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette émission e-commerce magazine en partenariat avec Cofidis, émission consacrée à l'économie circulaire, nouveau levier du développement du retail. Alors, je suis Martine Fuxa, directrice de la rédaction d'e-commerce magazine et je suis ravie d'animer ce plateau aujourd'hui. Plantons le décor pour commencer avec une croissance annuelle de plus de 22%. Le marché mondial de la seconde main est évalué aujourd'hui à 128 milliards de dollars. Des enseignes comme Fnac, King Jouet, BHV, etc. peaufinent leur stratégie avec une réelle volonté de développer de manière vertueuse l'économie circulaire. En août 2024, afin d'intégrer les bénéfices de la revente de ces meubles, l'enseigne suédoise IKEA a annoncé le déploiement de sa propre plateforme de seconde main, IKEA Pre-Owned, en phase de test à Oslo et à Madrid. On va en savoir plus dans un instant avec notre invitée Emma Reco, directrice de la stratégie d'IKEA France. Elle est accompagnée de nos autres invités, Martin Onos, directeur seconde vie du groupe Fnac Darty, et Arnaud Legal, directeur stratégie de Cofidis. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Peut-être Martin pour commencer. Bonjour à tous. Donc Fnac Darty, c'est un groupe que vous connaissez tous, qui fait près de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe, plus de 1000 magasins en Europe, et avec un modèle qui est très axé sur l'omnicanal, les services et la durabilité. Et moi, au sein de ce groupe, je suis en charge de la seconde vie et des services pour essayer de faire le lien entre justement la partie reconditionnée et la partie servicielle. Et la partie servicielle. Merci Martin. Emma Reco. Bonjour, petite présentation. Donc Emma Reco, je m'occupe effectivement de la stratégie et du développement pour IKEA en France. IKEA France, c'est plus de 40 ans maintenant de présence sur le territoire. C'est 36 magasins, c'est 12 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 3,7 milliards. Parfait. Arnaud Legal, directeur de la stratégie de Cofidis. Voilà, des partenariats. Des partenariats, voilà. pardon. Donc j'ai en charge chez Cofidis, donc, qui est une société, je pense, connue de tout le monde pour ces solutions de crédit conso. Et donc, moi, j'ai en charge des activités B2B2C, donc toutes les activités où nous apportons nos solutions de paiement plusieurs fois et d'orchestration de services autour de l'assurance notamment et de la seconde main pour nos partenaires qui sont en général des commerçants, des e-commerçants qui peuvent être aussi des concessions automobiles dans certaines situations ou des acteurs de la rénovation énergétique. D'accord. Et donc, tous les trois, vous avez un point commun, c'est que vous êtes très impliqués dans le recycle commerce et dans l'économie circulaire. Et on va justement rentrer dans le vif du sujet avec peut-être pour commencer un petit mot de définition de l'économie circulaire. Pour vous, comment vous définiriez l'économie circulaire et quelles sont les motivations de vos entreprises à aller dans ces directions ? Emma, peut-être pour commencer. Alors, c'est vrai que c'est un terme, l'économie circulaire, on en entend beaucoup parler. C'est un sujet extrêmement large. Et donc, je suis allée lire la définition officielle de l'économie circulaire. Et donc, il s'agit d'un mode de production et de consommation qui vise à réparer, à rénover, à prolonger la vie d'un produit, pour avoir une démarche plus vertueuse, pour limiter les ressources, pour limiter les déchets et pour avoir un impact moins élevé sur l'environnement. Donc voilà, donc c'est à la fois production et consommation. Donc c'est pour ça que c'est très large. Et donc, alors chez IKEA, c'est vrai qu'on a cette particularité d'avoir toute la chaîne de valeur entre les mains, c'est-à-dire qu'on ne vend que des produits qui ont été conçus et développés par l'enseigne. Et donc, on a entre les mains la conception des produits. Donc ça démarre, en fait, l'économie circulaire démarre déjà à la conception. Comment on peut mettre sur le marché des produits qui vont être designés pour pouvoir être plus facilement démontés, remontés, pour pouvoir intégrer des matières recyclées et pouvoir avoir plusieurs vies. Voilà, c'est imaginé dès la conception du produit. Et ensuite, dans toutes les phases de distribution et de fin de vie, jusqu'au recyclage, on peut avoir un grip sur le sujet. C'est très large. L'ensemble de l'écosystème autour de la seconde vie. Martin, chez vous, votre définition de l'économie circulaire et pourquoi avoir investi ce sujet-là ? Ouais, je rejoins ce que vous venez de dire, parce que souvent on réduit l'économie circulaire à la seconde vie, en disant l'économie circulaire égale seconde vie. Mais bon, je sais pas, inciter les gens à renouveler leur portable tous les 6 mois, même si c'est pour acheter un portable reconditionné, c'est circulaire, mais c'est pas forcément très vertueux. Donc l'économie circulaire, pour nous, c'est 3 choses différentes. C'est les produits qui durent plus longtemps. Donc des produits neufs qui durent plus longtemps, qui sont mieux conçus, qui sont réparables, qui sont fiables, et donc essayer d'allonger déjà le linéaire.
Après, la deuxième chose, c'est la partie maintenance et réparation. Ça, nous, on a lancé notre fameux abonnement Dartimax pour qu'on puisse réparer, qu'on puisse pousser nos clients à réparer plus. Donc ça, c'est réparer un produit quand il tombe en panne. Et puis le troisième, c'est trouver la meilleure seconde vie, le meilleur réemploi possible pour un produit, que ce soit le reconditionner, le revendre, le donner à des associations. Donc c'est boucler, et puis le recyclage dont on a parlé, mais boucler la boucle. Donc c'est agir à tous ces moments-là. Et nous, notre définition qu'on donne, elle est assez simple, mais c'est faire durer. C'est-à-dire, on veut faire durer un produit. Voilà. Et pourquoi on le fait ? On n'a pas toujours l'image du produit neuf aussi. Prolonger la vie du produit neuf, ça fait partie de. Je pense que c'est central. Et ce qui est central pour nous, pourquoi on le fait ? Parce qu'on a calculé notre scope 1, 2, 3 d'émissions carbone. Et 91% de notre émission en carbone, c'est le produit. Donc en fait, si on veut agir vraiment sur notre impact carbone, il faut agir sur la durabilité des produits que l'on vend. Très clair, merci Martin. Arnaud, un petit mot sur les définitions que vous portez au sein de Cofidis. Très aligné avec ce que vient de dire Emma et Martin. On envisageait il y a quelque temps effectivement l'économie circulaire plutôt comme la seconde vie des produits, mais en fait on est bien dans l'éco-conception, la production vertueuse, la limitation de l'extraction des ressources naturelles, jusqu'à la fin de vie, la gestion de la fin de vie des produits. Et donc tout ce cycle-là qui est très très large. Alors ça ne paraît pas naturel pour une société de crédit, de financement de parler de ces sujets-là, puisque nous on ne vend pas de produits, on ne conçoit pas de produits. En revanche, chez Cofidis, on pense qu'on a un rôle vraiment très important à jouer pour permettre justement à cette économie de la circularité de se développer au travers du type de solutions qu'on peut apporter. On est devenu entreprise à mission au mois de juin. Dans nos engagements, on a un engagement fort sur justement la contribution au développement d'une consommation responsable, durable, respectueuse, notamment des limites planétaires. Et donc la circularité, c'est vraiment au cœur de cette stratégie-là. Donc au travers de nos produits, on peut être actif sur ces sujets. À la fois en permettant à nos partenaires de bénéficier d'offres qui sont peut-être plus avantageuses pour les clients qui font le choix d'une consommation, qui font le choix de produits qui sont plus facilement réparables, qui sont éco-conçus, qui sont produits proches de nous. Et puis, au travers de nouvelles offres qu'on est en train de tester là, actuellement en Espagne, qui sont les offres de ce qu'on appelle le double trading. Donc, on permet dans nos parcours de racheter un produit d'occasion, de le remettre dans des circuits de reconditionnement, et puis d'acheter un nouveau produit avec déjà la possibilité dans l'avenir de rendre le produit si on veut. On n'est pas obligé, prendre le produit si on veut. Dès l'achat, on connaît la valeur de l'achat. Et on le remet dans des circuits de reconditionnement, justement. Intéressant. Alors justement, comment intégrer davantage le recycle commerce dans sa stratégie de développement ? Comment vous adressez le sujet ? Est-ce que vous pouvez donner quelques tips aux gens qui nous écoutent ? Qui veut commencer ? Martin. Très bien. Déjà, nous, le choix qu'on a fait, et je pense qu'il est important, c'est de l'intégrer dans sa stratégie de développement complètement. C'est-à-dire pas même s'il y a besoin d'avoir une équipe à part pour accélérer, etc., c'est pas en faire un sujet totalement à part, parce que sinon, on n'arrive pas, à un moment, on arrive à un plafond. Donc nous, on l'a totalement intégré dans nos opérations, par exemple, la seconde vie, le reconditionné. On l'a intégré dans nos opérations de logistique, de livraison, le reconditionnement avec nos techniciens, qui sont aussi techniciens SAV. Donc en fait, ça nous permet d'avoir une force de frappe beaucoup plus importante. Au-delà, sinon on aurait pu faire un site à part, des corners à part. Et là, on profite à la fois de notre capacité logistique et puis des clients qui sont finalement les mêmes, qui vont acheter de la seconde vie ou du neuf. Et c'est justement les inciter à faire ce lien entre les deux. Donc déjà l'intégrer. Et puis après, ça représente quand même pas mal chez nous maintenant un point important de notre activité. La seconde vie, ça représente 120 millions d'euros de volume d'affaires. Alors c'est pas énorme par rapport aux 8 milliards, mais ça commence à devenir significatif, surtout en croissance. On croît environ de 30% chaque année. Donc sur des marchés qui sont plutôt à des croissances plus faibles, c'est extrêmement intéressant. Et puis la partie abonnement, serviciel, on vise toujours à fin 2025 2 millions d'abonnés à notre abonnement à la réparation, à la maintenance Dartimax. Donc ça commence aussi à être très important. Aujourd'hui, vous êtes à combien à peu près Fin 2023, on était à 1,1 million. Donc on est vraiment sur la bonne tendance. Donc voilà, on va atterrir 2 millions dans un peu plus de 12 mois. Donc ça commence à être significatif en termes de nombre de consommateurs, nombre de foyers, et puis dans notre modèle économique.
Très bien, très intéressant. Arnaud, un petit mot sur la manière d'intégrer davantage justement le recycle commerce dans sa stratégie de développement. Dans nos métiers, Dans vos métiers. Tout à l'heure, on en parlait, c'était donc il y a quelques années de ça, plutôt la seconde main, c'était plutôt du domaine de la transaction entre particuliers. Et donc tout l'enjeu, c'est d'apporter de la confiance dans le produit, dans le paiement, dans ce qui va se passer au niveau de la relation entre les personnes. Et là, les offres qui sont en train d'émerger par les grandes marques et les grands distributeurs, justement, viennent apporter des solutions en termes de sécurisation des transactions sur le paiement, en termes de sécurisation, en apportant des garanties sur les produits d'occasion. Et nous, ce qu'on peut faire là-dedans, c'est, dans nos parcours, justement, intégrer des solutions qui viennent répondre à ces enjeux de confiance. Donc on a noué depuis quelques années maintenant, on a des accords avec des sociétés qui permettent de sécuriser des transactions entre particuliers, pas seulement le paiement, mais aussi l'éventuel défaut sur un produit, etc. On a un accord avec une start-up qui s'appelle Triparty et qui vient justement dans nos parcours sécuriser cette partie-là. Et puis dans nos solutions de crédit, notamment notre crédit renouvelable, va intégrer au mois de février une assurance qui sera native de notre produit de crédit et qui permettra aux clients de faire réparer leurs produits, puisqu'on a développé tout un savoir-faire là-dedans, réparer les produits et garantir l'usage et la continuité d'usage aussi, pour justement éviter le rachat immédiat de produits et permettre d'attendre la réparation. Oui, ça c'est des sujets qui sont clés quand on parle d'économie circulaire, la réassurance, effectivement avoir des tiers de confiance. Emma, comment est-ce qu'au sein d'IKEA vous poussez pour intégrer davantage le recycle commerce ? Alors quand on parle de circularité, on parle parfois de la stratégie des 3 R, donc réduire, recycler et réutiliser. Et donc 2 petits exemples peut-être de ce qu'on fait dans 2 de ces domaines. Alors sur la réutilisation, c'est vrai que là on parle de seconde main, on l'a évoqué. Et en fait, quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, je m'aperçois qu'on a démarré ce schéma-là il y a quelques années. Avant même de parler de seconde main, c'était plus la lutte contre le gaspillage en fait. Et je me souviens du fondateur d'IKEA qui, à 50 ans, écrivait déjà le gaspillage est un péché, il ne faut pas gaspiller les ressources de la planète. Donc il faut avoir une démarche pour pouvoir mettre en vente des produits, donner une chance à un produit qui ne serait pas vendu au prix neuf. Il y a 50 ans déjà. Il y a 50 ans. Et donc, D'accord. on est présent en France depuis 43 ans et on a toujours eu dans nos magasins des corners. Alors, le nom a changé au fur et à mesure des années. C'était le coin des bonnes affaires, c'était la bonne trouvaille. Mais l'idée, c'était un produit un peu abîmé, un produit d'exposition, un produit qui a été endommagé dans le transport. On lui donne sa chance parce qu'on ne veut pas le jeter. Voilà. Et donc, ça part du bon sens. De lutte contre le gaspillage. Et puis petit à petit, on a intégré le schéma de la seconde main. Et pour ça, depuis une dizaine d'années, on rachète effectivement les produits des clients. On leur permet d'estimer le prix de leurs produits. On incite même, puisqu'on rajoute 15% de valeur en fait, dans le rachat. Donc l'idée, c'est d'avoir un mouvement de seconde main qui se passe dans nos espaces de seconde vie. Et alors effectivement, c'est en pleine croissance. On a vu aujourd'hui, ce petit coin de vente dans nos magasins représente 1% de chiffre d'affaires, donc c'est 38 millions par an. Et c'est en pleine croissance. Je crois que c'est plus de 2 millions de pièces qui ont été vendues en un an, donc c'est effectivement ça commence à être important. Et puis sur le R recyclé, quand on parle d'économie circulaire, on voit que les enseignes mettent sur le marché des produits qui intègrent de plus en plus de matières recyclées. Et donc on a cette volonté en 2030 d'avoir 100% des produits éco-conçus, c'est-à-dire conçus à partir de matériaux renouvelables ou recyclés. 2030, pourquoi 2030 ? C'est un cap. En fait, ça peut paraître simple, mais c'est finalement assez complexe parce qu'il faut aussi sourcer ces matières recyclées. Et donc, IKEA investit également dans le recyclage en parallèle. Donc là, dans quelques semaines, on va ouvrir une usine de recyclage de matelas, par exemple, en France. L'idée étant de pouvoir récolter ces déchets d'ameublement et de pouvoir contribuer aussi à produire une matière recyclée pour intégrer dans nos produits. Donc c'est toute une chaîne et c'est ça aussi l'économie circulaire. Donc je pense que c'était intéressant de le souligner également. Très intéressant. Alors justement, selon vous, quelles sont les spécificités à prendre en compte pour développer ces offres ? Vous nous avez parlé de la grande définition, la complexité finalement de cette économie circulaire qui compte
il faut travailler le sourcing des produits neufs, leur durabilité, il faut travailler les usages et permettre plus de revendre effectivement les produits d'occasion. Il faut travailler effectivement tout ce qui est confiance dans ces produits-là. Pour arriver à déployer ces offres, quelles sont les spécificités à prendre en compte parmi les retailers qui nous écoutent, ceux qui veulent accélérer sur ces sujets-là, sur quoi il faut mettre l'accent tout de suite? Martin. J'ai trois sujets là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spécificités de la seconde vie, la seconde main, par rapport à un produit neuf. En tout cas, nous qui sommes issus d'une distribution plus classique de produits neufs. La première, c'est on travaille, c'est la logistique, la reverse logistique, l'IT, parce qu'on travaille avec un produit unique. Là où nous, on est habitué à mettre des milliers de produits de la même référence sur le marché, c'est assez facile. Là, un frigo qui a un scratch à droite, c'est pas celui qui a le scratch à gauche, qui est dans tel magasin, tel endroit. Donc il y a une complexité très forte. La deuxième spécificité, c'est la technique et le besoin en ressources humaines de techniciens, parce qu'on se parle de reconditionnement de produits là, qui sont techniques, notamment quand on se parle d'électronique ou surtout de gros électroménagers. Là, il y a une vraie compétence technique locale, française, à mettre en œuvre. Et finalement, il faut des techniciens pour reconditionner ces produits. Comment vous abordez le sujet d'ailleurs là-dessus? Il y a une vraie pénurie depuis quelques années de techniciens en France, peut-être parce qu'aussi on ne réparait pas assez, on était globalement en France. Et donc on a formé et on forme nos propres techniciens. En 5 ans, on va en recruter 500. Vous voyez, il y a une vraie... C'est l'école Fnac Darty. Il y a une école Fnac Darty pour former les techniciens pendant plusieurs années, avoir une formation théorique et puis après sur le terrain pour pouvoir attraper le technicien qui vient chez vous à domicile réparer votre lave-linge ou votre réfrigérateur. Donc ça, c'est un vrai investissement du groupe. Donc il y a un changement de paradigme pour les acteurs. Il faut vraiment intégrer ça. Exactement. Et c'est une politique de ressources humaines qui est quand même totalement nouvelle et importante d'investir beaucoup dans le recrutement et la formation des techniciens. Et puis la troisième spécificité, je pense qu'elle est consommateur-client parce que on voit que les clients et les consommateurs recherchent de la seconde vie, de la seconde main, mais à un niveau de qualité, d'assurance, de réassurance, au moins aussi bon que le neuf. C'est ça. Et donc ça, il faut arriver à débloquer, à redonner la confiance aux clients, rassurer sur la seconde vie. On vient de lancer il y a 10 jours, nous, le passeport digital. Donc c'est en fait un petit QR code sur le produit qui permet d'avoir toute la vie du produit pour un client. C'est-à-dire quand est-ce qu'il a été vendu la première fois, est-ce qu'il a été réparé, par qui, où, est-ce qu'il a été reconditionné, à quel moment, à quel endroit. Donc on ne le fait pas tout seul, on le fait en partenariat avec Écosystème, l'éco-organisme et Ariani, qui est une start-up autour de la blockchain. Et donc on a tous les produits qui sont vendus en seconde vie chez Fnac Darty ont leur passeport digital. Pas aujourd'hui, ça va venir. On le teste sur les 4000 produits qu'on a récupérés des villages olympiques qu'on reconditionne et qu'on est en train de revendre. Donc ça c'est un vrai partenariat qu'on a eu avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques. On le teste là et l'année prochaine on le déploiera sur l'entièreté des produits de seconde vie, puis après peut-être sur les produits neufs aussi. Mais l'idée est de se dire, voilà, un produit de seconde vie, on veut essayer de montrer au maximum quelle est toute la durée de vie, toute la vie, tout ce qui s'est passé pour le produit. Parce qu'on pense qu'un consommateur, il va pouvoir acheter un produit en toute connaissance de cause, peut-être même plus cher, parce que ça va lever des freins. Ça va lever des freins et ça va inciter à acheter la seconde vie. Donc ça, c'est un gros sujet pour nous, là, pour les mois à venir. D'accord. Et comment vous faites pour organiser ça finalement? Parce que c'est un gros travail aussi pour fournir cette traçabilité. J'imagine c'est des systèmes d'information. Oui, c'est pour ça qu'on le fait en partenariat avec l'éco-organisme Écosystème et Ariani. Mais pour nous, on le conçoit comme une boucle ouverte. C'est-à-dire qu'on ne fera pas ça tout seul. Il faut que les fournisseurs, nos partenaires fournisseurs aussi rentrent dedans, que les autres réparateurs. Et donc en fait, ça sera d'autant plus important que tout le monde arrive à mettre l'information sur ce produit-là au cours de la vie du produit. Donc nous, on le conçoit vraiment comme quelque chose d'assez ouvert. Et bien sûr, il y a de la technique derrière assez importante, basée sur la blockchain, pour se dire, voilà, les informations que je mets sur le produit, elles sont réelles à chaque niveau et vérifiées à chaque moment de la vie du produit, notamment au moment de la réparation ou du reconditionnement. Et dans votre offre seconde main, est-ce qu'il y a des produits qui viennent d'autres distributeurs ou c'est que des produits qui ont été achetés chez Fnac Darty? Oui, forcément. Alors, comme ça a été évoqué, on a commencé par l'anti-gaspillage. On veut mieux réutiliser des produits. Puis maintenant, bien sûr, il y a beaucoup de produits qui viennent d'ailleurs, soit qui viennent de reconditionneurs tiers, soit qu'on rachète à nos clients. On s'est parlé tout à l'heure de reprise, de rachat. Des produits qu'on rachète à nos clients, mais qu'ils ont achetés certainement chez nous ou ailleurs, peu importe. D'où l'intérêt de ce passeport. Exactement. Qui soit peut-être mutualisé avec tous les retailers
français, voire internationaux. Très intéressant. Emma, pour vous, les spécificités à prendre en compte, quelles sont-elles ? En fait, je pense que c'est important de regarder le consommateur et la façon dont il consomme aujourd'hui par rapport à hier. Hier, on avait donc globalement, quand on avait un besoin, on avait une enseigne ou plusieurs enseignes, on allait acheter du neuf. Et puis il y avait une frange de la population qui était aficionados de la seconde main, qui chinait, etc. Et en fait, pour une enseigne, il faut comprendre que le consommateur, il n'y a plus le consommateur qui achète que du neuf et le consommateur qui achète que la seconde main. C'est le même consommateur. Je crois que c'est le chiffre l'an dernier, c'est 73% des Français ont acheté dans l'année un produit de seconde main. Donc Oui. on s'adresse aux consommateurs, ce sont les mêmes. Et comme le propre d'une enseigne, c'est de rester connecté ou de répondre à tous les besoins du client, il faut effectivement intégrer ça dans le parcours d'achat. Donc la seconde main, c'est intégré dans ce qu'on appelle le parcours omnicanal. Donc comment on arrive dans le magasin physique à pouvoir développer la seconde main, mais aussi sur le parcours en ligne, digital, comment on développe des services, comment on assure le sourcing, comment on peut financer, effectivement, Arnaud l'a évoqué, la possibilité de financer même un canapé, même si c'est 300 € pour certains consommateurs, c'est la nécessité de le financer. Donc c'est avoir tout le panel du parcours client en omnicanal, y compris pour la seconde main, avec toutes les contraintes que ça peut présenter, notamment sur du meuble, en tout cas sur le transport, sur le service de livraison, le fait de démonter. Enfin, bref, c'est tout un écosystème qui se met en place, mais qui doit être intégré dans le parcours total du client. En fait. Gageur s'il en est, puisque l'omnicanal, même pour le neuf, ça a pris très très longtemps à s'imposer, et encore toutes les enseignes n'ont pas atteint le Graal en termes d'omnicanalité. Donc on perçoit effectivement tout l'enjeu, toute la difficulté. Chez vous, Martin, au sein de Fnac Darty, l'omnicanalité de l'offre recyclée, elle s'intègre comment au parcours d'achat ? Notamment en ligne. Oui, on essaie de porter la seconde vie au même standard que le neuf, de service au sens large, et notamment de click and collect, d'omnicanalité, là où on a réussi nous, à se développer fortement sur ce sujet sur le neuf. En revanche, c'est vrai que c'est plus difficile, parce que l'offre, elle est protéiforme, elle est partout, elle est parfois dans certains magasins, pas dans d'autres. Même si l'offre est en centrale, c'est plus difficile de la répliquer partout, parce que finalement le produit est unique, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on essaie de porter aussi ce sujet omnicanal, mais c'est, je vous l'avoue, plus complexe que le neuf. Et on essaie de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait pour le neuf et qu'on a déployé là, à côté Fnac pour la seconde vie, c'est que l'intégralité de nos magasins Fnac, ils peuvent revendre ces fameux produits anti-gaspillage directement sur nos sites web. Donc en fait, on fait aussi l'inverse, c'est-à-dire que les magasins peuvent revendre directement sur le site web leurs produits de seconde vie locaux. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que parfois, les clients d'une zone de chalandise d'un magasin ne sont pas ceux qui vont acheter ce produit de seconde vie. Et donc, on permet au magasin de vendre plus large que sa zone à lui, en vendant en fait sur le web ses produits de seconde vie. Donc, on essaie de trouver aussi d'autres modèles omnicanaux un peu différents, mais il y a une complexité importante quand même de ce modèle-là sur la seconde vie. Très intéressant. Alors justement, on voit toute cette complexité. Est-ce que vous pouvez nous détailler vos business cases déjà bien avancés ou ceux du secteur qui vous inspirent, qui sont déjà bien avancés en termes d'économie circulaire ? Martin, peut-être pour commencer sur vraiment ce que vous avez déjà bien développé, qui fonctionne bien. Ouais. Alors un qui fonctionne bien pour nous, on s'en parlait un petit peu, c'est la reprise, le rachat, reprise et reconditionnement, revente. Ça, on le fait sur le smartphone, sur les appareils photo, sur les consoles de jeux. Et ça, on a réussi à avoir un modèle qui tourne bien parce qu'on arrive à bien valoriser le produit pour un client au moment où il vient dans un magasin. Donc ça, on a une grosse croissance du nombre de produits repris parce que les clients maintenant intègrent dans le fait que quand ils viennent acheter un produit, ils vont rendre l'ancien et puis ils vont avoir un peu d'argent au passage grâce à ça. Ouais. Donc ça se développe bien. On a des capacités de reconditionnement et après on revend ces produits-là. Et puis on arrive à trouver un modèle économique puisqu'on arrive à fixer un prix de reprise, on connaît le coût de réparation, de reconditionnement et donc on peut fixer un prix de revente. Donc ce modèle-là, il est assez détouré sur des produits qui sont en plus transportables, petits, moyens. Donc, et il y a une typologie de clients plus affinitaire avec ces offres-là en fait, on s'aperçoit que c'est assez large. Alors parfois, des clients font juste reprendre un produit, d'autres sont là juste pour acheter la seconde vie. Mais je rejoins un peu ce qui a été dit, il n'y a pas le client seconde vie qui arrive et qui va acheter que ça. Donc on s'aperçoit que c'est un client assez mixte qui est capable du coup
au gré de achat par ces achat, finalement, de faire d'arbitrer. des arbitrages. Exactement. Ok. C'est Voilà, pas forcément idéologique, mais plus pragmatique sur tel Exactement. ou tel achat. En fonction de l'offre, du potentiel, des produits. Et donc c'est assez variable. Et nous, on croit beaucoup à ces clients mixtes, en gros, qui viennent pour acheter un produit. En fait, ils ne viennent pas chez nous acheter un produit neuf ou un produit de seconde main. Ils viennent acheter un téléphone. Donc après, à nous de leur montrer toute l'étendue de l'offre possible. Très bien. Donc ça, ce business case, il fonctionne bien. Il fonctionne bien. D'autres qui sont après. Très ouvertement aussi, on est tous en train d'apprendre des business cases. Voilà, ça se construit, ça s'industrialise au fil de l'eau. Un qui est plus devant nous ou en cours, c'est le gros électroménager. Où là, c'est plus compliqué parce qu'on se parle de très gros produits. On se parlait des canapés tout à l'heure. Bon, voilà, nous, c'est le gros produit chez nous, c'est le gros électroménager, ça se transporte. La réparation, le reconditionnement est plus complexe qu'un téléphone portable. Les techniciens aussi sont plus rares sur le marché, on en a parlé. Donc ça, c'est le business case qui est devant nous ou en cours, d'essayer d'augmenter encore cette offre d'électroménager reconditionné et de l'industrialiser de plus en plus pour pouvoir en faire une offre volumique, rentable, etc. Très ça, bien. C'est devant nous. C'est devant vous. Il y a beaucoup de choses qui sont devant nous sur ce sujet-là. Emma Reco, peut-être un petit mot justement, vous des business cases qui sont déjà bien ancrés chez vous et ceux qui sont devant vous. Ceux qui sont devant. Alors, je précisais, on a commencé par la partie commerce physique. On a nos actifs, nos magasins, donc on a nos corners. Ça, c'est relativement simple. On récupère les produits en échange d'un bon d'achat. Ce qui veut dire que c'est un client, c'est-à-dire qu'un client qui est sur place, qui ramène son produit, qui a un bon d'achat, qui va donc continuer ses achats dans le magasin. On permet à ce produit d'être mis en vente immédiatement après, au même prix qu'on le reprend d'ailleurs. Donc le client qui passe par là peut faire une bonne affaire. Et puis potentiellement, si c'est un canapé, acheter une housse complémentaire ou acheter, si c'est un meuble, voilà. Il n'y a pas de marge sur une le produit table, en tant que tel, non, on le remet en vente au même prix. Donc, c'est dans nos magasins. Ensuite, on a développé les capacités en ligne parce qu'on se dit, ce qui est présent effectivement, comme vous le disiez Martin, ce qui est présent dans le magasin, on peut aussi le mettre en ligne. Et donc, chez soi, on peut voir les produits en vente, on peut le réserver, on peut le faire mettre de côté, etc. Donc, il y a tout un schéma qui se met en place. Ou quand on a un bien à vendre, avant de le ramener en magasin, on peut très facilement, en quelques clics, avoir une estimation. On sait, quand on se déplace, on sait combien on va vendre ce produit à Ikea. Et en ce moment, pour promouvoir, on fait même des offres. Donc, c'est vrai que c'est un sujet d'apprentissage. Voilà. Et donc, Martine faisait référence à un test qui a été lancé en Espagne et en Norvège. C'est effectivement une plateforme qui permet d'élaborer sur le... Oui. Voilà, pre-owned. Et donc, qui permet de mettre en relation des particuliers avec des particuliers. Donc, c'est du C2C, mais hébergé par Ikea. Donc, c'est finalement avoir une offre totale, c'est-à-dire... vous voulez acheter un produit d'ameublement, ben voilà, on a ce produit-là, neuf. Peut-être qu'il est aussi en vente dans nos espaces de seconde vie. Et peut-être que vous avez une personne dans le quartier qui vend le même produit en C2C. Voilà. Et on doit avoir la vue totale en fait, des possibilités pour le client et de générer la confiance. Je pense que Martine, vous l'avez évoqué, cette confiance dans l'enseigne qui va... Voilà, si je mets un produit en vente, je peux le vendre à un particulier, mais si je n'y arrive pas, je peux toujours le vendre à Ikea. Enfin, voilà. C'est toute une démarche qu'on met en place. C'est testé pour le moment, effectivement, en Espagne. Donc voilà, on espère que ça va arriver en France assez rapidement. Mais est-ce que c'est un moyen, finalement, de récupérer la valeur de l'intermédiation? Puisqu'aujourd'hui, on connaît les grandes plateformes de seconde main qui ont prospéré depuis des années sur ce recycle commerce, sur ce C2C. Est-ce qu'aujourd'hui, la nouvelle vague qui s'annonce, c'est que les retailers vont se réapproprier cette valeur de l'offre de seconde main, finalement? Alors, sur le long terme, c'est de maintenir la relation avec nos clients, en fait. C'est-à-dire, vous pouvez tout avoir sous le même toit, vous pouvez tout avoir avec nous. Voilà. Et donc, vous avez toute l'offre. Neuf, seconde main, y compris seconde main, pas seulement dans nos magasins, mais aussi dans votre environnement. Et donc, c'est d'éviter, c'est de garder, c'est d'être le premier choix quand on pense à une enseigne. Et donc, c'est créer cette relation. Et après, effectivement, dans le business case, c'est comment est-ce qu'on propose aux vendeurs d'un bien soit de prendre la valeur de revente directement de l'autre particulier, ou dans ce cas-là, d'avoir un bon d'achat qui est majoré. Et donc, pour nous, après, c'est aussi une façon de pouvoir fidéliser et d'avoir un retour sur cet investissement-là. Donc, c'est tout un business case qui se met en place.
C'est vrai que je pense que toutes les enseignes, quand on échange, on avance, on teste, on corrige, on avance. Mais on parlera peut-être tout à l'heure d'avenir. du sujet business pur, parce qu'il y a un vrai sujet Ouais. business autour de l'économie circulaire. Comment vous tirez votre épingle du jeu? Peut-être Arnaud, juste pour compléter ce que vient de dire Emma, sur les business cases qui vous ont qui ont particulièrement retenu votre attention, quels sont-ils? Ouais, chez nous, le modèle sur l'économie circulaire qui est le plus installé et sur lequel on a vraiment maintenant de l'historique et des volumes conséquents, c'est le modèle des programmes de services qui visent par abonnement, qui visent à réparer plutôt que remplacer les produits. On a développé déjà je ne vais pas les citer, c'est des concurrents de Fnac, mais des programmes importants qui permettent justement de fidéliser les clients, mais surtout d'apporter des vraies solutions aux clients de réparation et de services depuis maintenant 3 ans. Et, pourquoi c'est Cofidis qui a fait ça? Parce qu'on fait du crédit, mais on fait aussi de l'assurance. C'est vraiment le cœur de notre métier. Et surtout, on a une profonde connaissance du comportement client. On a une habitude de gestion de l'omnicanalité, des solutions d'omnicanalité et d'orchestration de services multiples. Et donc pour nous, en fait, c'est très simple de construire, et c'est ce qu'on a fait, sur mesure, pour ces partenaires-là, donc de la distribution de l'électroménager, multimédia et informatique, des programmes sur mesure qui s'intègrent parfaitement dans leur parcours en magasin et dans leur parcours sur le web. Donc là, on a vraiment beaucoup d'expérience. On sait que, je crois qu'il y avait récemment une étude de l'Explorateur qui montrait que 67% des Français sont très attachés quand ils font un achat, à la possibilité ensuite de pouvoir réparer, notamment sur l'électroménager, ce produit. Donc là, c'est des solutions qui apportent vraiment de la valeur aux clients et sur lesquelles on est très mature aujourd'hui. Très bien, très intéressant. Revenons au business. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est rentable de faire de l'économie circulaire? Est-ce que finalement, on n'a plus le choix, il faut y aller parce qu'il y a une injonction de toute façon à prendre sa part de responsabilité du renouvellement des produits, pardon. Mais quel est le sujet business qui en découle entre l'offre de produits neufs et l'offre de produits circulaires? Martin, vous disiez il y a des arbitrages à faire. Comment aujourd'hui est-ce que on vous demande pas vous n'êtes pas dans des situations d'injonction un peu paradoxales ou comment c'est porté au niveau de votre direction générale? Oui, c'est vrai qu'il y a un paradoxe important, et puis aussi un paradoxe des consommateurs qui veulent aussi du neuf et de la seconde vie, etc. Déjà, nous, on voit la seconde vie comme intégrée dans notre écosystème et dans notre relation au client, comme ça vient d'être dit. Donc, ce n'est pas seulement le volume d'affaires généré par la seconde vie ou la croissance. On s'aperçoit par exemple, on a fait des études, qu'on recrute des clients, des nouveaux clients grâce à la seconde vie. Plusieurs centaines de milliers de clients qu'on ne voyait pas dans nos enseignes récemment, côté Fnac ou côté Darty, qui viennent au début pour acheter un produit de seconde vie, puis après ils vont soit continuer à acheter seulement de la seconde vie, soit acheter, client mix dont je parlais tout à l'heure, acheter du neuf et de la seconde vie. Donc ça me permet d'avoir des clients parfois plus jeunes, parfois avec d'autres considérations écologiques, aussi d'autres budgets parfois d'achat. Et donc ils vont rentrer parfois sur des marques premium par la seconde vie avant de faire d'autres achats chez nous. Donc c'est un vrai levier de recrutement, c'est un vrai levier de fidélisation aussi. La seconde vie et la réparation, nos abonnés d'Artimax ou les gens qui achètent de la seconde vie chez nous, finalement ils achètent plus souvent chez nous que les autres. Donc c'est-à-dire qu'ils vont pas renouveler plus peut-être leurs produits qu'ils viennent d'acheter, mais ils vont acheter aussi d'autres produits dans toutes les gammes de produits que l'on vend. Donc une fidélité qui est accrue. Une vraie fidélité importante. Et puis après, sur la rentabilité de la seconde vie en elle-même, comme je disais, c'est un sujet en cours, parce qu'en fait, on est en train tous d'industrialiser la seconde vie et donc d'améliorer la rentabilité. Moi, je pense qu'il y a... c'est facile à atteindre une rentabilité sur des produits qui sont plutôt chers, plutôt réparables, etc. Et ça, on sait très bien identifier ces produits. La difficulté, elle est sur des produits pour nous qui sont moins chers, moins réparables. Par exemple, du petit électroménager à 50-60 €, c'est assez difficile de donner de la seconde vie, d'avoir un modèle de seconde vie rentable, parce que quand on a la logistique, la réparation, les pièces détachées,
finalement, Oui. le modèle il est plus compliqué versus un gros électroménager ou un smartphone. Donc l'enjeu pour nous tous, et nous en premier, ça va être d'élargir la rentabilité de la seconde vie à tous les produits, y compris à ceux qui sont plus difficiles, D'accord, pour lesquels il est plus difficile de donner une seconde vie rentable. très intéressant. Emma, un petit mot à ajouter sur... Oui, alors c'est vrai que Martine, vous disiez, est-ce qu'on a le choix, est-ce qu'on est obligé? Je pense qu'on on ne peut pas développer un bon business si ce n'est pas un meilleur business, ça c'est sûr. De ce point de vue-là, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut se développer tout en réduisant l'impact. Donc il faut trouver tous les moyens pour y arriver, parce qu'il faut attirer, il faut fidéliser. Et donc je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, Martin. Et puis j'ajouterais même l'attractivité en tant qu'employeur, parce que on veut travailler, on veut consommer dans une entreprise plus responsable, on veut travailler pour une entreprise plus responsable. Donc c'est vraiment c'est nécessaire de développer des activités plus durables. Et l'économie circulaire est un parfait exemple. Donc dans ce sens-là, oui, on est en avance. Sur la rentabilité du modèle, effectivement, je pense que ça dépend comment on calcule une rentabilité, mais je pense que voilà, il faut le voir à très grande échelle. Et je pense que voilà, quand on prend tous ces paramètres, ça devient intéressant de regarder ce modèle. Ouais. Si on se positionne comme Fnac, comme une société de service, désormais, et plus tellement un retailer, mais une société de service, et qu'on va capter la valeur de l'intermédiation, peut-être effectivement, il y a des nouveaux modèles économiques qui vont se dessiner. C'est en tout cas ce qu'on attend dans le futur. Et peut-être pour terminer sur les défis qui restent à relever finalement quand on veut préempter ce sujet, quels sont les grands défis à relever et comment valoriser cette offre seconde main auprès des différents publics? Parce qu'on voit les usages, ils commencent, ils progressent. Vous le disiez Martin, vous êtes sur des trends à plus 30, donc c'est très très significatif. Pour autant, ça reste quand même en volumétrie modeste par rapport effectivement à l'ensemble des ventes de produits. Pour vous, comment est-ce qu'on va arriver à faire décoller les usages et comment est-ce qu'on peut, quels défis sont à relever justement dans le futur? Qui veut peut-être prendre la parole pour commencer sur ce sujet? Arnaud ou Emma? Je veux bien. Je pense qu'il y a un sujet, c'est de rendre cette offre de seconde main au moins aussi attractive que celle du neuf. Ça passe par, à mon avis, ça passe en partie par les modèles de consommation qu'on projette. Notamment, on fait beaucoup, vous verrez, les publicités de Cofidis sont en train d'évoluer. On travaille beaucoup le type de consommation qu'on projette, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est souvent les satisfactions d'avoir du neuf. Est-ce que ça l'est sur des produits d'occasion? C'est un peu différent. Donc il y a rendre au moins cette offre autant attractive que neuf. Ça passe aussi par des questions de valeur. On a beaucoup parlé de la valeur des biens, de la valorisation. En fait, quand on commence à travailler ces sujets-là, donc un produit qui va avoir plusieurs vies, à chaque fois, en seconde vie, il va avoir une valeur. Et aujourd'hui, il y a des produits, la voiture par exemple, sur lesquels il y a l'Argus. C'est assez facile de prévoir la valeur d'un véhicule à 3 ans. Et encore, sur les véhicules électriques, on a vu que c'était pas forcément facile. Mais sur les téléphones portables, ça l'est de plus en plus aussi. On arrive mieux à prévoir, il y a des histoires de grades, etc. La valeur d'un bien dans le futur. Par contre, sur plein de catégories de produits, c'est très compliqué. Et donc, nous, on travaille ces sujets-là actuellement. C'est la valeur, comment on arrive à prévoir la valeur. Je pense que le certificat digital, ça va aider, parce que ça va donner la transparence sur ce qui s'est passé pendant la vie d'un produit. C'est un point de réglementation qui évolue. Voilà, certainement, ça va contribuer à bien apprécier la valeur, parce qu'en fait, pour nous, cette valeur-là future, si on se trompe, ça peut faire des pertes importantes. Et donc, ce certificat digital, tout ce qui concerne la data, le comportement client aussi, un client qui a des habitudes plutôt d'entretenir ses produits, etc. Un peu dans la logique, vous connaissez d'Airbnb par exemple, qui donne des notes à ses hôtes. Toutes ces logiques-là, je pense que ça peut contribuer. Donc on a tout un sujet sur la valeur des produits. Et puis enfin, l'économie circulaire, c'est l'économie de la coopération. On a passé l'année dernière à beaucoup travailler ce sujet-là. À la fois la capacité technologique à orchestrer une somme de services, parce qu'on ne sait pas tout faire, on ne peut pas tout faire, on n'a pas envie de tout faire. Et puis, quand on commence à orchestrer et à travailler avec d'autres sociétés, il y a la question qui se pose, c'est le partage de la valeur et de l'alignement aussi sur les valeurs, sur ce qu'on veut, en termes de notre vision, en termes de société, en termes de futur. Et donc, je pense qu'on a un enjeu collectif aussi à réussir
cette coopération entre les sociétés pour faire émerger cette seconde vie, enfin en tout cas pas seulement la seconde vie, d'ailleurs toute l'économie circulaire, l'économie de l'usage. Emma, un petit mot sur ces grands défis. Et IKEA qui est présent dans je ne sais pas combien de pays dans le monde. Des dizaines. Une dizaine de pays. Voilà. Une cinquantaine de pays. Est-ce qu'on, alors vous parliez du test à Oslo, en Espagne, les défis à relever et surtout est-ce qu'en France on est moteur là-dessus ou est-ce qu'on est voilà. Quel est le chemin à prendre? Oui, de façon générale, en France, on est moteur sur beaucoup de sujets. On parlait du recyclage et des éco-organismes. Enfin, il y a beaucoup de sujets, même législatifs, réglementaires, où la France est très en avance. Je pense que le défi principal, c'est qu'on est dans une ère de transformation, c'est-à-dire que tout se transforme très vite. Que ce soit les modèles, que ce soit les modes de consommation, les outils, le digital. Voilà, on est engouffré dans cette transformation. La circularité en fait partie. Et en même temps, on est dans une situation où on a du mal à prédire, on a du mal à savoir précisément ce qui va se passer dans 6 mois ou dans 1 an. Donc il faut faire preuve de beaucoup d'agilité, d'audace parfois. Et il faut oser tester, il faut avancer quand même. Je dirais que c'est ça le défi principal. Voilà, on va un petit peu quand même dans l'inconnu et on y va assez vite. Donc, et intégrer le design des produits, intégrer toute la démarche éco-responsable, ce que vous disiez. Voilà, exactement. Oui, toute la chaîne, dans toute la chaîne. Oui. Et je rejoins ce que disait Martin tout à l'heure. C'est vrai que l'impact d'un produit, il est pour une grande part dans les matériaux qui le composent. Donc je dirais que la seconde main, c'est un usage, c'est une partie, mais le gros du travail, c'est vraiment sur la conception du produit et la mise en marché de produits qui sont beaucoup plus durables en fait. Martin, un petit mot pour conclure? Oui, la première chose, c'est d'accélérer encore plus vite. On se le disait, nous, c'est pas optionnel. Ça fait 70 ans que la FNAC existe. On fête cette année les 70 ans de la FNAC. Si on veut être là dans 70 ans, il faut intégrer pleinement ce modèle de seconde vie. On en est convaincu. Et après, je dirais, un des enjeux, c'est le service client au sens large. Et donc, c'est d'arriver à faire le lien entre la seconde vie et les services au sens large. On en parlait beaucoup avec Cofidis. Mais en gros, si on arrive à mettre l'écosystème de services du produit neuf sur la seconde vie, on va arriver à déployer beaucoup plus. Notamment, on a déjà fait, nous, sur la garantie, nos produits seconde vie sont éligibles à Dartimax, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire garantie 2 ans, c'est ça? 2 ans, ils sont garantis 2 ans, plus en illimité si le client est abonné à Dartimax. D'accord. Donc ça, c'est déjà très fort pour rassurer, mais il faut aller plus loin sur les modalités de paiement, sur l'assurance, sur la reprise, sur la valeur future des produits. Donc, si on arrive à associer beaucoup de services au sein de la seconde vie, on va arriver à développer encore plus, rassurer encore plus les clients. Je pense que c'est ça, pour nous en tout cas, et pour le marché, le chemin. Et il y avait un sujet sur le label aussi. Le label, oui, il y a encore beaucoup de variabilité dans les produits de seconde vie, dans la qualité des produits de seconde vie. Et donc il y a un vrai enjeu aussi d'un point de vue distributeur, marque et pour le consommateur d'avoir une bonne visibilité commune sur qu'est-ce qu'un produit de seconde vie de grade ABC, des normes de reconditionnement, etc. Oui, les classifications des produits sur l'électroménager de plus ou moins polluants, on pourrait avoir ça aussi sur les gains sur la seconde vie. Et c'est peut-être ce qui se dessine dans les années qui viennent. Écoutez, un grand merci à tous les trois. Merci pour votre retour d'expérience. Merci pour toutes les informations que vous nous avez données aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à bientôt sur e-commercemag.fr.